Alors j'espère que mes amis parisiens vont me pardonner le titre de cette vidéo. En fait, l'idée m'est venue la semaine dernière, j'étais invité à une soirée et je discutais avec quelqu'un qui regarde de temps en temps mes vidéos et il me dit quelque chose du type comme tu as quitté le milieu de l'investissement professionnel il y a quelques années, est-ce que tu n'es pas largué vu que maintenant tu es loin en plus de la place parisienne, des marchés financiers, etc. Est-ce que pour toi c'est pas plus compliqué d'investir? Et je lui ai donné mon point de vue qui est que au contraire, je pense être un meilleur investisseur aujourd'hui qu'avant grâce à cet éloignement. Et j'ai tout de suite senti qu'il me croyait pas une seconde. Il devait penser que, je sais pas, à Paris, entre professionnels, on s'échangeait plein de conseils sur la bourse et que maintenant, je suis plus dans le game. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose dont je suis persuadé. J'ai démarré dans des salles de marché à Paris, ensuite à Londres, ensuite je suis passé en banque privée à Genève et je suis maintenant indépendant dans le sud-ouest. Donc, je suis de plus en plus loin physiquement du monde financier. Je côtoie de moins en moins de financiers et pourtant, j'ai constaté une corrélation positive entre mon éloignement et mes performances d'investisseur. Et je pense que c'est pas seulement moi, je pense que les analystes de zone bourse, par exemple, qui sont pour la plupart à Annecy, ils sont aussi meilleurs grâce à cet éloignement physique des milieux financiers parce qu'ils ne vont pas boire des verres entre financiers le soir. Et la raison, elle tient en un mot, qui est indépendance d'esprit. En salle des marchés, c'est terrible. On est assailli d'informations récentes, qu'elles soient importantes ou non. On est en permanence dérangé. On surveille le moindre mouvement des marchés, on le commente, tout le monde donne son avis, etc. Alors qu'aujourd'hui, je parle pratiquement plus bourse au quotidien avec mon entourage proche, il y a assez peu d'investisseurs finalement, et je passe beaucoup plus de temps à m'informer, à analyser avec une vision qui est complètement différente, qui est beaucoup plus long terme. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi être trop plongé dans le monde financier est un problème. Parce qu'au début, je me disais je pensais que j'avais une opinion suffisamment indépendante, donc je pensais que plus je suis plongé dans un milieu financier, plus je peux prendre d'informations, je rajoute ma couche d'indépendance là-dessus, puis c'est parfait, je me suis forgé la meilleure opinion. Et je pensais que Warren Buffett, qui a toujours refusé d'aller à New York pour garder son indépendance, voilà, il a ce côté, je reste à Omaha parce que je veux pas me faire, entre guillemets, polluer par Wall Street. Je pensais que tout ça, il y avait un côté un peu pipeau. Et avec le temps, je pense que c'est faux et que c'est lui qui avait raison. Vous avez dû entendre parler de plein d'expériences sur l'influence sociale. Alors, je ne vais pas parler de celle de Milgram, que vous connaissez probablement tous. Je vais vous parler d'une expérience qui a été faite par Salomon Asch, qui a fait venir des étudiants, alors entre 7 et 9 étudiants, pour les soumettre à un soi-disant test de vision. Au final, tous les participants sont complices, sauf un. Donc, il a dû refaire plusieurs expériences avec, à chaque fois, des complices plus un vrai participant. Les participants doivent juger la longueur de plusieurs lignes qui sont tracées sur une série de cartes. Donc, à gauche, vous avez une carte avec une ligne modèle, et à droite, vous avez 3 autres lignes de différentes longueurs. Donc, chaque personne doit indiquer laquelle des lignes de droite correspond à la ligne de gauche. Ce que le sujet ne sait pas, c'est que l'expérimentateur a donné des instructions aux complices avant le début de l'expérience. Donc lors des 6 premiers essais, ils doivent donner la bonne réponse, et pour les 12 essais suivants, ils doivent donner tous la même réponse, mais une réponse incorrecte. Donc le sujet qui est piégé, lui, doit répondre toujours en avant-dernier. Comme ça, il a le temps de voir les gens qui répondent d'abord juste et qui répondent ensuite de manière fausse. Salomon Asch observe que le sujet est souvent surpris par les réponses des autres quand elles commencent à devenir fausses. Et c'est normal parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais ceux qui l'ont à l'écran le constatent, c'est très facile de savoir laquelle des barres de droite correspond à la barre de gauche. Il y a quand même des différences assez notables. Et pourtant, au fil des essais, la personne piégée devient de plus en plus hésitante sur ses propres réponses. Et les résultats montrent que, sans influence extérieure, la plupart des sujets répondent correctement, puisque je vous le disais, la réponse est assez évidente, mais 37% des sujets se conforment aux mauvaises réponses une fois qu'il y a les complices qui commencent à donner des réponses fausses. Et 75% des sujets se conforment au moins une fois. Vous vous rendez compte, les 3/4 des sujets répondent au moins une fois faux. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que cette expérimentation, elle renseigne plutôt sur le conformisme. On n'est pas sûr que les personnes soient réellement influencées. Peut-être qu'ils se conforment juste à la norme pour ne pas être embêtés, pour ne pas avoir à se justifier, etc. Mais c'est drôle parce que quand on demande à certaines des personnes piégées de justifier leur choix, donc leur choix qui est faux, visiblement faux, elles vont le faire avec aplomb, elles vont vraiment défendre leur point de vue, alors qu'on voit clairement qu'il y a une différence de 5 cm entre les deux barres. Alors cette expérience est intéressante, mais je préfère la vieille expérience de Muzafer Sherif qui va un peu plus loin. Ce psychologue a mis des individus dans une pièce sombre dans laquelle on leur présente un point lumineux pendant 2 secondes. Ils n'ont pas vraiment la distance à laquelle ce point lumineux est projeté et on leur demande ensuite la distance parcourue par le point lumineux.
Donc les participants sont parfois seuls puis en groupe puis seuls, etc. Et le truc, parce qu'il y a toujours un truc, c'est que le point lumineux ne bouge pas. En fait, c'est une illusion d'optique qui est appelée effet autocinétique. C'est comme ça, quand on voit un point lumineux dans une pièce sombre, ça nous donne l'impression qu'il bouge. Et cette étude, elle est géniale pour mesurer l'influence sociale, parce que cette fois-ci, on ne pousse pas les participants à répondre quelque chose de faux, c'est purement une illusion d'optique. Donc quand les gens passent seuls, ils vont donner des estimations très différentes les uns des autres, et leurs réponses vont varier entre chaque essai. Donc la même personne va nous dire une fois 30 cm, une fois 50 cm, une fois 80, une fois 25, etc. Alors que quand on fait passer les gens par petits groupes, les jugements individuels se mettent à converger et se mettent à former une norme de groupe. C'est normal, ils s'influencent. Et ce qui est plus curieux, c'est que essai après essai, la norme demeure stable. Donc si un groupe a commencé à donner une estimation autour de 20 cm, par exemple, la lumière se déplace de 20 cm, ils vont rester à peu près sur ce chiffre. Et même chose avec le groupe d'à côté, qui va rester sur son estimation de 1 mètre, un autre une estimation de 80 cm, une estimation d'1,50 m, etc. On se retrouve donc avec des groupes qui font des estimations très différentes, et des estimations fausses, puisque rappelez-vous, la lumière est fixe, et qui sont très attachés à ces estimations. Et le pire, c'est quand on introduit un complice dans le groupe. Donc un complice qui va parler fort, sûr de lui, de manière confiante, etc. Et ce complice va réussir à influencer tout le groupe. S'il donne une estimation très élevée, alors tout le groupe va revoir ses estimations à la hausse, et même chose, s'il donne une estimation très faible, alors l'ensemble du groupe va revoir ses estimations individuelles, à la baisse. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces normes de groupe, elles s'ancrent dans les convictions personnelles, puisque l'expérience a été reproduite avec les mêmes personnes 1 an plus tard, et 1 an plus tard, elles redonnaient les estimations du groupe de l'année précédente, même si elles étaient sorties de ce groupe-là. Alors je pourrais continuer longtemps avec ces expérimentations, je les ai découvertes en relisant le livre Nudge, Comment inspirer la bonne décision de Richard Thaler, livre excellent que je vous conseille évidemment. Et cette expérience, la dernière que je vous ai citée, de Muzafer Sherif, explique pourquoi certaines croyances peuvent s'ancrer dans des groupes, dans des entreprises, même dans des pays, sans réel fondement. Et si, dans ces groupes, on trouve des gens sûrs d'eux et qui parlent fort, alors tout le groupe peut se retrouver influencé à forger une conviction, à forger une norme qui peut être totalement fausse, mais bien sûr sans s'en apercevoir. Parce que quand on regarde ces études de l'extérieur, on a toujours tendance à penser que nous, on n'est pas influençables et que c'est des gens faibles, influençables, etc. 75% qui changent d'avis alors que la réponse est évidente et répondent faux, etc. Bien sûr que non, nous, on lèverait la main, on dirait la bonne réponse, mais non, pas du tout. On est tous influençables et les personnes qui font ces expérimentations sont exactement comme nous. Et bien sûr, quand j'entends parler comme ça de grandes gueules qui sont capables d'influencer tout un groupe, ça me refait penser à mes débuts en salle de marché où il y avait quelques traders comme ça qui parlaient plus fort que les autres, qui étaient plus confiants que les autres et qui arrivaient à influencer le groupe sans qu'on s'en rende forcément compte. C'était pas forcément les meilleurs traders, même rarement les meilleurs traders, mais voilà, c'était ceux qui parlaient le plus fort, qui arrivaient à influencer le plus les autres. Et ça ne paraît rien, mais forcément, quand on est dans une salle de marché, il y a des gens qui sont plutôt haussiers, baissiers, qui ont un certain avis sur les taux d'intérêt, peu importe. Et ces gens-là vont avoir une influence sur les autres, ce qui est très mauvais. C'est prouvé vraiment en bourse que déjà les professionnels n'ont pas plus raison que les autres, ou en tout cas il n'y a qu'une toute petite poignée de professionnels et c'est pas forcément ceux qui parlent le plus fort. Donc être influencé, changer ses convictions, avoir des convictions par exemple moins fortes parce qu'on côtoie d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, ou adopter les convictions d'autres personnes, etc. C'est toujours très très mauvais en bourse. Mais pas besoin d'être en salle de marché pour être influencé, il suffit de parler bourse avec des amis, il suffit de regarder des vidéos sur YouTube comme les miennes par exemple, peu importe, même si j'essaye de pas trop donner mon avis, etc., vous êtes forcément influencé par toutes les personnes que vous regardez ou par toutes les personnes avec qui vous discutez bourse, investissement, vision de la vie, etc. Alors en soi, c'est pas très grave, tant que vous prenez de votre groupe d'amis, des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux en finance, de l'information, et tant que vous ne vous faites pas influencer, mais on l'a vu dans ces expériences, on se fait influencer de toute manière. Donc il faut juste en être conscient. Quelque chose qui est bien, c'est de connaître le biais de vos amis ou de la personne que vous écoutez. Par exemple, moi, vous le savez, j'ai un biais plutôt optimiste, plutôt haussier. Je suis globalement confiant sur les actions à long terme, pas globalement, je suis confiant sur les actions à long terme, etc. Et je vais être plus prudent sur des actifs comme les crypto-monnaies, par exemple. Donc c'est vrai que si je parle crypto-monnaie, je vais avoir tendance à être plus prudent. Et inversement, je suis sûr que vous écoutez des personnes qui sont vraiment très très bullish sur les crypto-monnaies, qui vont toujours avoir une vision très très optimiste, ou d'autres qui vont être plutôt baissiers, plutôt pessimistes, etc. Et rien que de connaître les biais de la personne, biais
ou conviction, hein. C'est pas toujours des biais, ça peut être dans certains cas. Enfin, moi, j'estime que c'est plutôt une conviction. L'optimisme, ça peut être un biais, mais l'aspect positif sur les actions, par exemple, c'est plutôt une conviction. Et de savoir ça, de savoir que vous écoutez quelqu'un qui est plutôt pessimiste, baissier, etc., ça va limiter l'influence. Mais malgré tout, vous serez influencé, donc faites très attention à ça. Groupe d'amis, médias d'une manière générale, personnes que vous suivez sur les réseaux. Voilà, donc c'est important d'en être conscient. Alors je le redis pour mes amis parisiens, désolé pour le titre, c'est pas parce qu'on est parisien qu'on se laisse influencer, parce qu'on va boire des verres avec des financiers toute la semaine, mais malgré tout, c'est vrai que ce sont des milieux qui sont beaucoup plus proches des milieux financiers. Quand on est par exemple cadre à Paris, on a forcément beaucoup de gens qui sont dans les milieux de la banque, de la finance, etc. Je parle même pas à Londres ou à New York, c'est encore plus fréquent. Donc voilà, on a peut-être tendance à plus se faire influencer. En tout cas, si vous êtes comme moi dans une région un petit peu éloignée, comme moi dans le sud-ouest, je peux vous garantir que vous ne parlez pas bourse au quotidien avec vos voisins et vos amis. Voilà, donc je me sens un petit peu protégé. Mais je suis sûr que vous avez remarqué ces phénomènes un peu d'influence, de groupe, etc. dans votre quotidien. Ça peut être à la machine à café, au boulot, ça peut être en famille, etc. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça m'intéresse énormément. Merci encore pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, de partager, hein, vous savez, pour soutenir la chaîne ou le podcast. Et moi, je vous remercie énormément de tous vos commentaires aussi, hein, qui sont toujours très nombreux. Vous pouvez me mettre aussi des idées de vidéos en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres émissions.